bonsoir Barbara. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Une émission vraiment très importante et pour plusieurs raisons ce soir, avec 987 séquences diffusées, ce qui fait à peu près 3000 images, 3000 minutes d'images, pas 3000 images. On les a pas comptés, disons. Avec 7400 séquences et commentaires diffusés en direct, voici, mesdames, messieurs, la 150e émission de Fort en Tête. Ce soir, nous parlerons de Scarbeck. Il se passe plein de choses à Scarbeck, mais ce sera surtout une vue de Scarbeck par ses habitants, une vue spéciale vue par certains de ses habitants. Une commune bruxelloise aux splendeurs architecturales indémodables. Une atmosphère très particulière où les écrivains du fantastique et les artistes de l'étrange se plaisent depuis toujours à nous entraîner dans les dédales de leur imaginaire. Une commune qui bouge au rythme d'une partition multiculturelle. Un coin de ville où l'on prend encore le temps de vivre et où l'on découvre des coins bucoliques à l'abri de l'urbanisation galopante. Et comme nous, vous avez sûrement déjà découvert au cours d'une promenade dans Scarbeck des coins tout à fait charmants. C'est vrai que cette commune a su préserver son patrimoine culturel, mais aussi son patrimoine vert. Alors on vous propose tout de suite une petite balade dans la cité des ânes et des riottes. Scarbeck est la cité des ânes et des cerises parce qu'on cultivait la griotte qui servira bien sûr à la fameuse crique que l'on buvait dans les guinguettes dans le parc Josaphat. On surnommait les habitants de Scarbeck les ânes parce que les ânes circulaient le long de la rue Josaphat et ils allaient ainsi livrer la fameuse cerise à Bruxelles et donc en passant le long des rues, ils les avaient surnommés ainsi. Il y en avait apparemment des ânes près de 1000 autrefois alors qu'il y avait à peine plus d'habitants dans la commune. Au XIXe siècle, on est ici dans une commune rurale comme toutes les autres à Bruxelles. Mais la particularité de Scarbeck était qu'elle était le garde-manger du centre-ville. Donc ici, nous étions encore en dehors de la première enceinte. Et il faut imaginer qu'à l'emplacement de l'avenue ici, vous aviez quantité de petites fermes, des potagers. Il y avait énormément de vignes également le long des coteaux. Donc c'était un lieu excellemment situé, bien ensoleillé. Mais au fil du temps, bien sûr, c'est tout un quartier qui va se peupler de gens, d'impasses, de ruelles. On a donc un concours de façade qui sera lancé à partir du début du siècle et ce concours de façade permettra de stimuler bien sûr l'imagination des architectes, non seulement du point de vue de l'architecture mais également du point de vue du petit patrimoine, ce qui explique qu'on a énormément de vitraux, de sgraffites, de ferronneries dans l'avenue. Et on a également un bel éventail d'architectes qui vont travailler tout au long de l'avenue Bertrand. Le plus célèbre, bien sûr, Gustave Strouven, qui a réalisé de très beaux bâtiments d'angle qui à la fois sont des rez-de-chaussée commerciaux et également des immeubles à appartements. Dans la foulée aussi de la construction de l'avenue Louis Bertrand, il y a également un désir d'avoir un poumon vert dans la ville. C'est une chose assez courante aussi. Et heureusement que Léopold II va intervenir. Grâce à ça, on aura un superbe parc inauguré en fanfare en 1904 et qui s'ouvre véritablement dans le bas de l'avenue Louis Bertrand. Un parc qui sera de conception à l'anglaise, paysagère, mais également avec toute une série de lieux qu'on peut retrouver un petit peu aujourd'hui. Il y avait des guinguettes, il y avait même autrefois, il n'existe plus bien sûr, une plage au parc Josaphat, une volière, des animaux, une école de plein air qui existait déjà à l'inauguration du parc. Cité des ânes, cité des griottes, Scarbeck était également la cité des écoles, puisque déjà en 1843, elle est la toute première à ouvrir une école et au fil du temps, on en a toute une série qui s'inaugure également, mais la plus belle, la plus remarquable est très sûrement celle construite en 1907 par l'architecte Henri Jacob, d'un très beau style Art Nouveau. On est donc face à une école laïque et on peut très bien voir la différence. Les catholiques, détestant l'Art Nouveau, préféraient un style totalement néo. On
On peut voir tout en haut de très beaux graphiques qui font d'ailleurs référence à la rue, la ruche, qui sont bien sûr une référence à l'activité qui était censée se passer à l'intérieur de l'école, mais qui également rappelle le nom de la rue dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Véritable palais scolaire, l'école numéro 1 est aussi tout à fait exceptionnelle parce qu'elle permettait d'accueillir à peu près 1000 élèves en 1907, à une époque où l'enseignement n'était même pas encore obligatoire. 1000 élèves qui s'acheminaient dans différents locaux. Il y avait à peu près 91 salles autrefois, une superficie tout à fait exceptionnelle et qui surtout s'intègre parfaitement au quartier de la rue Joseph. En studio, nous accueillons Monsieur Léon Vereil. Nous le remercions vivement puisqu'il nous a permis de puiser dans son abondante collection de cartes postales. Il mérite bien des applaudissements. D'autant qu'il offre aussi à nos candidats son livre 6 Scarbeck m'était compté que vous présente Jacques. Oui, moi j'aime bien faire ça. Oui. Une occasion de se replonger dans le passé et dans le Scarbeck d'autrefois. Nous accueillons nos deux candidats de ce soir. Lourde tâche pour François Michaud d'être opposé à Philippe Burgeon. Bonsoir. Alors, nos deux candidats qui prennent place, et notamment François Michaud. François, vous nous venez de Thuin. Oui. Alors, vous êtes professeur d'art et aussi négociant en vin. Alors, dites-moi, vous arrivez à concilier les deux, comme ça? Deux métiers. C'est pas très facile au niveau du temps, mais on essaye en tout cas. Et vous avez une préférence? Non, je peux pas vous demander ça. Une préférence pour Pour un de vos... Je pense qu'il y en a un que c'est un métier et l'autre c'est une passion. Une vraie donc, passion. mais ceci dit, j'aime beaucoup enseigner aussi. D'accord. Vous êtes marié, vous avez une petite fille, votre épouse vous accompagne? Oui, bien sûr. Elle est dans le public. Elle est là pour vous soutenir. Aujourd'hui, Et nous allons tout de suite vous proposer la première question visuelle. 3 anagrammes et 3 questions à choix multiples. L'anagramme, tout d'abord, vaut 20 points. Quant à la question à choix multiples, elle vaut 10 points. Vous pouvez jouer par téléphone, toujours au numéro que vous connaissez, le 070 344 346. Il y a 15 € à gagner par bonne réponse, avec un maximum de 90 € offert par Fortis Bank. Voici donc la première anagramme. Les lettres sont dans le désordre. Regardez ce mot nouveau, onoctaloge. Oui, Philippe. Octogonal. C'est la bonne réponse. Première question à choix multiples. Quel est le style de l'église Sainte-Marie? Réponse 1, néogothique. Réponse 2, romano-byzantin. Réponse 3, baroque. Vous avez 5 secondes pour encoder votre réponse. Vous avez tous les deux répondu romano-byzantin et c'était la bonne réponse. Bravo. Alors, anagramme suivante. Que devient Smuda? Regardez le mot Smuda. Oui, Philippe. Dumas. C'est encore une bonne réponse. Dumas. Question suivante. Lequel de ces musiciens donna un concert au profit de l'église Sainte-Marie? Réponse 1, Franz Liszt. Réponse 2, Éric Satie. Réponse 3, Gustave Mahler. 5 secondes. Vous avez tous les deux répondu Franz Liszt et c'est encore une bonne réponse. Bravo. Troisième anagramme, assez rigolote, si je peux me permettre. Tabolum. Que devient tabolum? Oui, Philippe. Tombola. Tombola, vous avez décidément été très rapide, c'est la bonne réponse. Et une dernière question, une question à choix multiple. Les funérailles de quel artiste furent célébrées dans l'église en 1924? Réponse 1, Puccini. Réponse 2, Paganini. Réponse 3, Chopin. Vous avez tous les deux répondu Puccini et c'est un sans faute puisque c'est aussi la bonne réponse. Alors Jacques, je vous propose un petit mot de commentaire. Oui.
Puisque l'église Sainte-Marie est l'œuvre du jeune architecte Louis van Overstraat. Il ne vit jamais son œuvre terminée car il mourut du choléra à l'âge de 31 ans. De forme octogonale, elle est de style romano-byzantin et surmontée d'une coupole étoilée. Sa construction coûta très cher et on fut finalement à deux doigts de ne pas pouvoir la terminer. Alexandre Dumas fut de ceux qui se mobilisèrent pour trouver des fonds. Des tombolas, des récitals furent organisés avec les grands noms du moment, c'est-à-dire Franz Liszt ou Marie Pleyel par exemple. Nous en sommes, après ce premier jeu, à 30 points pour François, 90 pour Philippe. Schaerbeek était jadis surnommé le faubourg des artistes. On y trouvait de nombreux ateliers avec leurs immenses verrières orientées au nord pour profiter un maximum de la lumière. Daniel Olivier nous fait visiter l'atelier de son père, Geo de Vlamingh, un artiste aux multiples facettes comme vous allez le voir. Cette maison est la plus ancienne maison atelier d'artistes de Schaerbeek, qui date de 1862 et de l'époque où Schaerbeek était un foyer culturel et artistique très important. Alors Geo de Vlamingh achète la maison en 1924 et les deux ateliers resteront en activité pendant toute sa vie. Le rez-de-chaussée servira aux compositions monumentales qu'il réalisera avec ses élèves et l'atelier living qui est au premier étage sera le lieu où les élèves viendront participer à des séances de dessin de nus et où je pourrais rentrer d'ailleurs très facilement. C'était une ambiance très artistique et très passionnante. L'atelier est resté absolument comme il était au moment où Geo de Vlamingh y travaillait. On y trouve absolument tout, le poêle, les meubles, l'échafaudage roulant qui lui permettait de travailler à des œuvres assez importantes. Et donc tout ça est resté absolument visible actuellement. Il obtient le prix de Rome en 1921, ce qui lui donne l'opportunité de pouvoir partir en voyage en Italie où il découvre la fresque, la mosaïque et les vitraux et il revient persuadé de pouvoir redonner un intérêt à la fresque et il va très rapidement réaliser des fresques dans des hôtels particuliers, des hôtels de maître. Alors, la mosaïque est un art tout à fait particulier qui implique que le concepteur de la mosaïque crée des cartons dont vous avez un exemple ici. C'est un des 11 cartons qui ont été conçus par Geo de Vlamingh ici dans cet atelier pour être placés dans le hall d'entrée de la piscine du Neptunium à Schaerbeek. Alors, vous avez comme particularité à cet art que l'ensemble du projet est séparé en différentes strates qu'on calque et dans l'atelier on colle les différentes tesselles qui sont l'unité propre à la mosaïque. Il y a en fait 6000 tesselles en pâte de verre de Venise qui composent cet ensemble et on les découpe avec une marteline, on les colle suivant la grandeur qui est indiquée sur le projet à l'envers du papier calque. Une fois qu'on a l'ensemble des papiers calques, on les transporte et on les fixe sur le mur dans l'espace du Neptunium où ça laisse trouver. Et là, cette mosaïque est aujourd'hui menacée car on parle de vendre le Neptunium et d'affecter cette très belle architecture des années 50 à d'autres fonctions. Mais les époux Olivier se battent pour préserver l'ensemble au sein de la SBL Les Amis de Geo de Vlamingh. Et monsieur et madame Olivier de Vlamingh sont avec nous ce soir en studio. Bravo, merci d'être là. Et pour le concours, en fin d'émission, nous avons 20 parcours guidés Geo de Vlamingh à Schaerbeek, c'est-à-dire la visite de l'atelier, de la fondation, de la mosaïque, etc. Alors, il est temps de passer aux choses sérieuses. Moi, je ne résiste pas plus longtemps. Il est temps, avant la première question de connaissance, de dire une chose très importante à nos téléspectateurs et qui nous réjouit tous. Après tout, vous serez les premiers à être heureux avec nous.
Barbara attend un heureux événement. Et voilà. Bon, il faut dire que votre mari est au courant. Oui, ça oui. Il le sait, lui. Voilà. Je vous propose quand même de passer à cette première question de connaissance, un moment important. Je vous rappelle qu'il y a 150 ou 25 points à gagner, selon que vous répondiez. Vous savez qu'on vous voit différemment hein, maintenant, vrai quand vous posez des questions. Vous trouvez? Je sais pas, vous J'ai êtes changé, différente, oui, j'ai oui, un peu mûrie, comme ça. Enfin, c'est formidable. Première question de connaissance, Allez, vous on y disiez, va. avec 150 points, 25 points. 60 secondes. On y va. Oui, mais Voici. attendez, il y a 75 € pour les téléspectateurs qui aident nos candidats. Il suffit de former le 070 344 346. Voici cette question de connaissance. La Maison des Arts est aujourd'hui un centre culturel de première importance. De nombreuses expositions d'art plastique y sont organisées. Elle porte le nom de l'échevin et futur bourgmestre qui fut à la base de sa rénovation. Je vous demande le nom et le prénom de cet échevin top chrono. Quel est le nom du bourgmestre qui a donné son nom à la Maison des Arts? Alors Philippe encode pour 100 points de mémoire une réponse. François hésite encore. Il vous reste 43 secondes. François également de mémoire pour 100 points encode une réponse. N'oubliez pas de valider cette réponse une fois que vous croyez en avoir fini. 30 secondes, Philippe le fait. Et François aussi, vous l'avez fait? J'ai vu un éclair, oui, très bien. Bien, pour 100 points, quelle est votre réponse, François? Gaston Ouillot. On le note. Et pour Philippe, la réponse? C'est la même. Gaston Ouillot. 100 points aussi. Et c'est la bonne réponse. La Maison des Arts est un endroit tout à fait particulier, invisible de la rue. Elle se situe en retrait de la chaussée de Actes. Ce n'est que passer le porche finalement que le charme opère. On découvre alors l'ancien château Enensterliden qui fut construit en 1826. Vous le voyez. La commune de Scarbeck racheta l'édifice en 1950 et c'est grâce à Gaston Ouillot, alors échevin, que l'on commença à la rénover. Elle fut classée en 1993 et possède à l'arrière, je vous le dis, un agréable petit jardin classique. 130 points pour François, 190 pour Philippe. Et puis, beaucoup de bonnes réponses par téléphone, puisqu'il y a Jacques de Saint-Gilles, Georges et Claudine de Woluwe-Saint-Lambert. Alors, il y a ce nouveau jeu, toujours là, oui. qui sera en janvier à l'antenne. Absolument. Et si vous voulez participer, si vous voulez écrire des questions ou faire partie des joueurs du public de cette fameuse émission Seul contre tous, vous pouvez vous inscrire sur le site www.rtbf.be ou par téléphone au 070 344 008. C'est facile. Scarbeck est une terre d'écrivains. Parmi les plus célèbres, il y a Thomas Owen, un personnage multiple qui excellait à faire surgir le fantastique, l'imaginaire dans le quotidien. Thomas Owen nous a quittés il y a quelques mois et ses enfants ont à présent la lourde tâche de trier tout ce qu'il y avait dans cette maison fantastique. Son fils lui rend un hommage émouvant. Le monde d'aujourd'hui est d'ailleurs à notre insu peuplé de vampires. Nous en fréquentons tous les jours. Lorsque la vieille dame serre à l'étouffer sur son cœur un petit enfant charmant en disant « Mon Dieu qu'il est beau, il est à croquer », c'est un vampire qui parle. Et bien voilà, maintenant, je vais vous présenter la maison de mes trois pères, Thomas Owen, Stéphane Rey et Gérald Berthaud. Suivez-moi. Mon père avait trois identités. La première, Gérald Berthaud, né en 1910. Et moi, je nais en 1939 et je suis ici dans les bras de papa en 1940, à l'âge d'1 an et demi. Étudiant à Louvain, il est docteur en droit. Il fait une carrière dans l'industrie meunière et il se bat pour le bien-être de la profession de meunier. Conjointement à ça, il exerce au départ déjà à l'université la littérature en tant que journaliste, créant des revues universitaires.
critique d'art sous le nom de Stéphane Rey. Et comme critique d'art, il évolue pendant des années jusqu'à la fin de ses jours dans les galeries. Alors le troisième volet de ce personnage unique, c'est Thomas Owen l'écrivain, qui lui, sur ce document-ci, a l'allure d'un détective comme les héros de ses premiers romans policiers, où il écrivait sous le nom de Thomas Owen. Et puis petit à petit, peut-être, est-ce que le roman policier était trop une réalité vécue avec une énigme qui se terminait par une enquête, par un médecin légiste et par du sang sur des murs, qu'il a dit c'est trop facile. Et il est rentré alors dans l'imaginaire et dans le fantastique, où là il a excellé de façon même diabolique. Il respirait difficilement. Dans la glace venait d'apparaître un profil qui souriait. Ce profil était le sien. Il regardait cependant le miroir, bien en face. Et sa physionomie ne devait avoir à cet instant rien de souriant. Il eut l'horrible impression de la peau qui se retourne et se passa la main sur le front. Dans la glace, son profil souriait toujours et rien d'autre ne se reflétait. La glace vola soudain en éclats et des morceaux vinrent tomber jusqu'à ses pieds. Il en avait malgré son saisissement suivi la chute du regard. Quand il releva les yeux, la glace était intacte et reflétait cette fois, bien de face, sa figure méconnaissable de crispation et d'épouvante. S'il n'y avait pas de quotidien, il n'y aurait pas de fantastique. S'il n'y avait pas de fumier, il n'y aurait pas de fleurs. En fait, c'est un peu ça la vraie comparaison. Le quotidien nourrit le fantastique. Et le fantastique a besoin du quotidien pour pouvoir y faire irruption. Sinon, il serait dans le vide et on ne s'intéresserait pas à lui. Il détestait être dérangé pendant qu'il écrivait, que ce soit dans les affaires, dans les articles de Stéphane Rey ou dans la création de ses contes. Il fallait respecter son intimité créatrice. Ça voulait dire que les enfants, aussi petits qu'ils soient, devaient aller se promener au parc Josaphat avec maman pour éviter qu'ils ne les entendent pleurer. Ça voulait dire qu'une fois que l'on avait quitté la maison, c'est-à-dire au mariage, on ne pouvait y revenir que si l'on s'annonçait, parce que l'imprévu et l'improviste chez lui étaient interdits, aussi bien de la part de ses enfants que de la part des artistes ou des écrivains qui venaient le rencontrer. Moins on se voyait, mieux ça valait. En général, c'était comme ça avec tous les gens qu'il aimait. Toute sa vie, il s'est battu tout seul et n'a eu besoin de personne. Donc, il ne pouvait pas imaginer un seul instant qu'on ait pu avoir besoin de lui. Au fond, nous avons retrouvé papa quelques semaines ou quelques mois avant son départ parce que tout le monde l'avait abandonné. Ce n'est pas un coup de téléphone ou une petite carte qui réconforte un homme, c'est la présence. La veille de l'enterrement, beaucoup de personnes m'ont dit « Tu vas tout de même pas dormir dans le lit de papa ou dans le lit de ton père ?» Oh, je ne sais pas, c'était lénifiant pour moi. Et je dois dire que c'est une des nuits où j'ai le mieux dormi de ma vie. D'habitude, je dors très peu. Mais je me suis endormi dans le lit ici, à sa place. Et je me suis réveillé le matin et j'étais serein pour aller à l'enterrement. Et la journée s'est très bien passée, sans angoisse et sans crainte. Il y a des gens qui me disent « Vous ressemblez ou tu ressembles à ton père ?» Bon, je crois que c'est normal. Je ne sais pas qui a fait intégrer plus l'autre, mais je crois que lui m'avait déjà absorbé inconsciemment et que son exemple, je l'avais suivi même sans vivre avec lui. Il y a des jours où je me dis, c'est marrant, ce serait tout de même bizarre qu'il soit toujours vivant et que je sois maintenant la prolongation de cette vie. Pour moi, ça peut durer éternellement, comme ça je suis content. Ce soir, nous sommes très honorés d'avoir dans notre public quelqu'un qui ne peut pas en effet nier son ascendance. C'est Jean, le fils de Thomas Owen, ainsi que Juliette, la petite fille de Thomas Owen. Nous avons
pour le jeu en fin d'émission. 10 livres Scarbeck sur la pointe des pieds de Franck Andria et Emmanuel Lotti aux éditions Mémor. Regardez, c'est noir, hein, bon, c'est difficile à montrer. Et nous sommes très heureux d'avoir autant de cadeaux pour notre jeu en fin d'émission. Alors, Jacques, vous connaissez du monde et vous nous avez apporté une petite photo. L'âge, ça. Non. Oui, eh bien oui. J'ai retrouvé une photo assez récente, il y a 1 an et demi, 2 ans, où j'étais aux côtés de Thomas Owen et vous me voyez rire. Et justement, c'est peut-être... enfin, on parlait de l'imaginaire avec lui. Il était suprêmement intelligent, on peut le dire, et il avait ce côté britannique. C'est-à-dire qu'on riait, mais lui finalement ne riait pas. Il restait très british, oui, pince sans rire. Mais beaucoup de choses l'amusaient parce qu'il a un regard de philosophe, il avait forcément un regard de philosophe sur la vie, beaucoup de choses l'amusaient. Alors si Scarbeck vous a conquis, si vous désirez vous y balader ce week-end par exemple, sachez que sur la page 130 du télétexte de la RTBF et grâce à l'Office de promotion du tourisme, vous trouverez des idées de balade, mais aussi tout sur les séquences de Fort en tête, une mine d'informations donc. Nous abordons la deuxième question visuelle, 10 questions de rapidité à 10 points, puis un petit bonus de 5 points si après une bonne réponse vous découvrez une image qui représentera aujourd'hui chaque fois un artiste scarbeckois ou des œuvres d'autres artistes. Et puis continuez à gagner, vous qui nous appelez pour jouer au 070 344 346, cette fois il y a entre 10 et 100 euros à gagner. Alors attention, voici cette série de questions. Top. À quel arbre fait allusion le nom de Helmet, quartier de Scarbeck, Philippe? L'orme. En effet. Alors l'image. Magritte. Non, c'est Philippe seulement qui peut répondre. Magritte. Vous lui avez soufflé la réponse, c'est bien Magritte. Deuxième question. Quel architecte paysagiste créa le mini-golf du parc Josaphat, Philippe? Peucher, oui. René Peucher. Oui, alors l'image, le personnage. C'était Marienne. Qui dessina les sgraffites des écoles Ruche? Oui, Philippe. Privat Livemont. Exact, Ruche Josaphat, l'image. Non. C'est le mât électrique de l'Alain. C'est de l'Alain, en effet, qu'il fallait trouver. Je rappelle donc que quand vous avez une bonne réponse, vous pouvez trouver l'image, François. Sur quel site fut construit le bâtiment de la RTB-BRT, Philippe? Le tir national. En effet, l'image à découvrir. C'était Galais. Quel est le nom de la réserve naturelle? Oui. Le Mourasque. Oui, qui longe le chemin de fer. Jacques Brel. Jacques Brel, en effet. Bonne réponse, Philippe. Par qui fut offert le vase monumental, Philippe? Raoul Warroquet. De l'avenue Louis Bertrand, oui, exact. Alors l'image. Porot. Non, c'était Meunier. Qui est le sculpteur du mât électrique? Oui, François. Ah, alors, Philippe, situé devant l'hôtel communal. Jacques Delalin. Jacques Delalin, c'est la bonne réponse. L'image à découvrir pour Philippe. Scutner. Exact. Quel est le nom de la statue de la place des bienfaiteurs, François? Le monument des bienfaiteurs. Exact, ou la charité. Alors, l'image pour vous. Un long double nom, c'était Privat Livemont. Quel architecte commença la gare de Scarbeck? Oui, Philippe. Coppens. Non, alors en 1887, François. C'était Solène, Franz Solène. Et enfin, sous quel nom est plus connu Pierre de Cruyère? Oui, Philippe. Poge. Exact. La dernière image, dernier bonus. C'était mais Venepoul, la bonne réponse. Alors Jacques, on peut dire qu'avec Magritte, Scutner et Marienne, Scarbeck est, avec la Louvière, la plus surréaliste des communes. Michel de Gelderode, le célèbre dramaturge, a habité toute sa vie à Scarbeck, mais on sait moins qu'il y fut aussi employé communal. Alors, il avait d'ailleurs, au sein de l'hôtel communal, un repère où il écrivait ses pièces. Alors ses collègues, certains de ses collègues étaient jaloux et donc ils n'hésitaient pas à lui jouer des tours pendables. Exemple. Comme par exemple renverser par inadvertance de l'encre sur ses manuscrits ou encore pire, s'en servir comme papier toilette.
Bon, enfin, n'importe quoi. Nous avons 140 points pour François, 290 pour Philippe. Et deux téléspectateurs gagnants par téléphone, de Herzo et de Villers. C'est aussi à Scarbeck que vit François Skeuten, anobli récemment, le célèbre dessinateur des cités obscures. Dans ses albums qu'il développe avec son comparse Benoît Peters, il expose des théories très particulières sur Bruxelles. Pour François Skeuten, Bruxelles dissimulerait une ville parallèle, Brussel, un double mystérieux que depuis des décennies, architectes et urbanistes tentent désespérément d'atteindre. Entre Bruxelles et Brussel, des passages existeraient. Scarbeck en compterait même plusieurs. Je suis né à Scarbeck, j'y vis depuis maintenant 20 ans et je reste continuellement fasciné de ce qui peut s'y passer. Mais il y a bien sûr cette maison autrique sur laquelle on travaille depuis 5 ans et ce qu'on découvre est passionnant. On voit ce jeune Horta qui est en train de véritablement de devenir l'Horta qu'on connaît, l'Horta révolutionnaire, mais on voit vraiment naître l'art nouveau. Au départ, c'est vraiment une maison tout à fait traditionnelle, mais ce qui est vraiment frappant, c'est que maintenant les travaux nous ont révélé qu'il y avait des aspects décoratifs qui avaient caché un petit peu le vrai mystère de cette maison, c'est-à-dire les structures portantes que Horta va révéler de plus en plus fort, ça va donner son style véritablement. Certainement, Horta est en train de découvrir son réseau et de véritablement développer ce qui fera peut-être le système Horta. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Vous parlez de réseau, quel est ce réseau, Monsieur Skeuten? Peut-être un peu serré au niveau. Vous pouvez nous en dire plus sur ce réseau? Qu'est-ce que c'est que ce réseau? Hors caméra, François Skeuten accepte de nous en dire plus sur ce fameux réseau. Une société secrète fondée il y a plus d'un siècle serait responsable de décisions qui ont modifié fondamentalement l'identité de Bruxelles. Skeuten nous annonce qu'il doit se rendre à un rendez-vous, mais accepte finalement que notre équipe l'accompagne. Vous évoquiez le tir national en particulier. Que s'est-il passé ici? Oui, en 63, on a détruit ce tir national où manifestement il y avait des passages, il s'est passé des choses vraiment tout à fait curieuses. On l'a remplacé par un haut lieu de la communication, la RTBF. Et bon, moi personnellement, je suis persuadé que ces phénomènes perdurent. On y voit la disparition d'émissions, de réalisateurs. Tout ça continue en fait. Parce qu'on n'enlève pas comme ça un bâtiment. Et ce qui s'y passe, les mystères et l'étrangeté continuent à travers même celui qui l'a remplacé. Donc pour vous, c'est pas un hasard? Oh, il n'y a pas de hasard, vous savez. À Bruxelles, tout semble beaucoup plus, tout au contraire, appartenir à une vraie logique. Dans les années 60, on a détruit des centaines de maisons. On a bousculé, cassé des vies, puisqu'on a exproprié, parfois de façon extrêmement violente, ces gens. Ils avaient parfois à peine le temps de quitter leur maison que les bulldozers attendaient au bout de la rue. Et tout ça pour en fait ce plan qu'on a appelé le plan Manhattan, qui était cette ville moderne, un peu à l'américaine, qui s'est installée ici maintenant, mais avec beaucoup de temps de retard. Heureusement, bon, ça se construit. En attendant son interlocuteur, François Skeuten raconte les transformations au cœur de Manhattan. Peut-être qu'on a le sentiment maintenant que Bruxelles est un petit peu en train de rejoindre son reflet, ce Bruxelles fantomatique, cette espèce de ville parallèle. À travers les glaces, à travers les miroirs, on a le sentiment qu'effectivement il y a une autre ville qui se cache. C'est pour ça que j'aime ce lieu et qui continue à me fasciner et j'y reviens souvent pour le plaisir que je peux avoir à... Pardon, excusez-moi. Oui, je vous en prie. Un petit moment. Allô? Oui, Skeuten, pareil. Mais vous êtes où en fait? Ok. Ok, bah, je vous rejoins. J'arrive. Hein. Il y a un problème? Je suis désolé, je dois partir. Mais... Qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, il me donne rendez-vous apparemment à la gare de Scarbeck. On y va quoi. D'accord. J'ai une chose à vous montrer avant la gare de Scarbeck.
Ici, donc, c'est un échangeur qui ne reste pas grand-chose, mais enfin, on sent que ça a été un endroit formidable, extraordinaire, lié à la gare de Schaerbeek. Et moi, ce qui me frappe, c'est que manifestement, ça a été un lieu de passage ici. D'ailleurs, quand on est arrivé, il y avait un type qui était en train de tout démolir, qui trouvait qu'il faisait rien. C'était assez bizarre. Enfin bon, je reste persuadé, encore une fois, qu'il reste beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, là, oui, mais enfin! Nous perdons la trace de François Scheuten. Le signal de son micro-émetteur se fait de plus en plus faible. Seuls quelques sons nous parviennent encore. Évidemment, depuis ce tournage qui a pris des allures assez inattendues, nous avons eu des nouvelles de François Scheuten. Eh bien, d'après lui, il ne s'est rien passé. Et même plus que ça, il affirme n'avoir jamais rencontré l'équipe de Fort en Tête. Adrien, Valérie, Marie, etc. Il ne se souvient pas. Nous aussi, on a notre François en studio. Dites-moi, François, j'ai entendu dire que vous n'aviez pas regardé l'émission la semaine passée. Qu'est-ce que vous avez pour votre défense? Je l'ai regardé le mercredi matin, en fait, comme c'était prévu. Et pas en direct, par superstition ou... Non, c'est tout simplement parce que je suis occupé ailleurs, dans un club sportif, que je salue d'ailleurs. Vous êtes? Je suis entraîneur d'une équipe de volley-ball féminine à Jean-Blou. 2 sportifs aujourd'hui. Vous savez pourquoi il est sportif? Parce qu'il est gastronome aussi. Et donc, pour le régime, c'est ça. Il faut compenser, effectivement. Et comme vous aimez le cinéma, il paraît que vous aimez Olivier Gourmet. Oui. Bon, allez, c'est pas grave. Joli. Alors, François, tout est encore faisable. Nous allons passer d'ailleurs à la deuxième question de connaissance. Il y a toujours un maximum de 100 points à gagner. Oui, avec un numéro de téléphone pour les téléspectateurs qui veulent aider Philippe et François, 070 344 346, et à la clé 75 € offerts par Fortis Bank. L'hôtel communal actuel, le 4e de l'histoire de la commune, est l'œuvre de 2 architectes qui en entreprit la rénovation en 1911. Je vous demande ces noms et prénoms top chrono. Quel architecte rénova l'hôtel communal dès 1911? Eh bien, l'un et l'autre, François et Philippe, vous encodez de mémoire, donc pour 100 points, sans l'aide de la documentation, ni celle des téléspectateurs. Il vous reste 30 secondes pour valider ce que vient de faire Philippe. Vous avez encore le temps, François. Voilà qui est fait. Alors, François, attention, c'est important. Je vous demande votre réponse. Maurice Van Issegem. Nous le notons. Philippe, pour 100 points également, quelle est votre réponse? Maurice Van Isendijk. Aïe, alors, la bonne réponse est Van Isendijk. Une bonne réponse. Alors, eh bien, c'est Jules-Jacques Van Isendijk, exactement, le père de Maurice, qui réalisa les plans de l'hôtel communal en 1887. Le bâtiment néo-renaissance fit grande impression et est à l'origine du développement du quartier. En 1911, il fut en grande partie détruit par un incendie criminel et il fut restauré. Il servit de modèle aux maisons qui l'entourent sur la place Collignon. François, vous avez 140 points, tout est possible encore. Philippe, vous en avez 390. Et puis par téléphone, nous avons 3 gagnantes. Il s'agit d'Anne Pascal, de Marie et d'Irène. Alors attention, il se passe toujours quelque chose sur le plateau de Fort en Tête. Pas toujours des nouvelles aussi importantes que ce soir, pas toujours la 150e, mais si néanmoins vous voulez venir voir comment se passe un enregistrement avant l'émission, un direct, entre 20h20 et 21h10,
Non, c'est pas formidable? Si, bien sûr. Oui, François, vous réfléchissez déjà aux réponses. Il suffit de former un numéro pendant les heures de bureau, le 071 209 211. À l'heure où on parle d'intégration, Schaerbeek s'affiche comme une commune éminemment multiculturelle. Elle accueille notamment une importante communauté turque concentrée autour de la chaussée de Acht, une communauté dont nous allons découvrir une des facettes par le biais de la musique. Le saz est l'instrument principal de la musique traditionnelle turque. Il est joué un peu partout en Turquie, dans toutes les régions. Et c'est aussi l'instrument qui est utilisé le plus par la communauté Alevi, qui est vraiment le gros symbole de cette communauté. Depuis des siècles, cette communauté a joué cet instrument et ont chanté en cachette. Mais les chants Alevi, c'est des chants qui expriment l'amour, l'amitié par rapport à leur religion. C'est une manière de voir le monde, c'est une philosophie en quelque sorte, plus qu'une religion. Benim bir çare kaldım ağare, yürek püryare, yürek püryare, derman sendedir. Je suis très fier de mon fils et son petit frère aussi. Kendilerine yardımcı oldu biraz. İşte bir baba olarak mutluyum. Çünkü güzel şeyler yapıyorsunuz. Benim için en güzel, bir baba için en mutluluk veren bir şeydir bu. Donc il vient de dire que moi et mon frère faisons de la musique, jouons du saz, donc l'instrument que joue mon père, et que pour lui c'est une grande fierté et il en est très content et que c'est le plus beau cadeau que pouvait lui offrir son enfant, donc que de continuer dans cette voie. Moi et mon père venons souvent chez le disquaire Suleiman pour acheter des CD ou des cassettes qui viennent de sortir en Turquie. Et Suleiman apporte beaucoup de choses par rapport à tout ça, parce que les musiques qu'on connaît mal ou qui ont toujours été un peu contestées, mal vues, eh bien lui il essaie de les mettre en avant-plan et de les diffuser au maximum. La minorité Alevi donc se différencie des musulmans dans leur pratique religieuse, et c'est aussi une manière de vivre, une philosophie en quelque sorte. C'est une minorité religieuse qui a été persécutée en Turquie, et ici en Belgique à Schaerbeek, on peut dire qu'il existe encore ce conflit, même si c'est pas de la même manière. Notamment que ces musiques, ces chants traditionnels ne sont pas connus de la communauté ici, ou très mal connus en fait. Mon père m'a donc appris cette musique, ces chants depuis tout petit. Et moi donc ici à Bruxelles, je donne des cours de saz pour pouvoir à mon tour transmettre quelque chose et apprendre aux jeunes finalement leur culture d'origine. Ça fait 3 ans que je suis des cours de saz et c'est pour suivre mes racines et ma culture. Ici en Europe, en fait, les immigrés en Europe sont divisés par 2 cultures. Ici, on nous dit turc, quoi. Et quand on va en Turquie, par exemple, on nous traite comme des Européens, comme des touristes. Et on ne sait pas quelle culture suivre. Et c'est pour m'attacher à une culture. C'est les paroles des chansons qui sont vraiment philosophiques qui m'attirent dans ce type d'art qui est le saz. C'est un peu comme du romantisme, mais c'est plus fort pour moi. En studio, nous accueillons Monsieur Emre et Lutfu Gültekin. Ils sont accompagnés par Ilham Eken. Bon,
Alors, Philippe, on sait presque tout sur vous après 3 semaines. Ah oui, tout à fait. Je n'ai plus grand-chose à raconter. C'est vrai, on connaît vos sports, vos passions. Mais alors, si vous deviez dresser le bilan de cette participation à Fort en Tête, ce serait quoi? Mais en fait, ce qui est un peu extraordinaire, c'est qu'au fil des 3 semaines, j'ai rencontré un tas de personnes que je ne connaissais évidemment pas et qui m'ont aidé à parcourir un peu ces semaines au fil des jours. Et si j'ai le temps, je peux peut-être en profiter pour remercier les gens qui, à travers toutes ces journées, m'ont beaucoup aidé. Et donc, je voudrais commencer d'abord par ma famille, mon épouse et mes enfants, qui, c'était peut-être pas pour eux toujours très facile de ne pas toujours être à l'heure des repas, de ne pas aller les conduire à gauche ou à droite. Un petit bonjour particulier à mon papa qui est un peu souffrant et qui regarde devant sa télévision. Alors, merci aussi à l'école où j'enseigne, à la direction qui m'a permis de modifier légèrement mon horaire. Les élèves, même si elles préféraient que je sois à la télé plutôt qu'en classe. Pour d'autres raisons. Bien sûr, je pense qu'on en a déjà parlé. Oui. Un grand merci tout particulier à une enseignante qui est d'ailleurs présente et qui a pris mes élèves à plusieurs reprises et qui a travaillé également pour moi. Alors, je voudrais aussi souligner que les personnes ressources que la RTBF choisit pour nous sont d'excellentes personnes ressources. Et donc, pour Victor Hugo, j'avais eu la chance de rencontrer M. Lacroix. Pour l'apiculture, mon voisin, qui est M. Résimon et qui est un apiculteur extraordinaire, m'a également rendu une innombrable quantité de services. Et aujourd'hui, le directeur de la Maison des Arts de Scarbeck, qui est aussi présent, nous a permis de découvrir à François et à moi 4 jours de découvertes incroyables dans une commune où, a priori, on aurait tendance à dire « qu'allons-nous faire à Scarbeck ?» Et je pense que M. Lozé nous a fait découvrir des choses tout à fait incroyables dans cette commune. Je propose d'applaudir tous ceux qui vous aident en général. Tout le monde, merci. Alors, voici la question visuelle suivante. 3 images mystères, 30 points maximum à gagner par image. Et puis toujours le téléphone pour jouer. Cette fois, il y a 25 € à gagner par image découverte. Attention, nous cherchons un personnage top. Je suis né en 1856 dans une famille modeste. Louis Bertrand? Mais oui, François. Alors, ouvrier marbrier dès l'âge de 13 ans, soif d'apprendre, autodidacte, je devins député socialiste, directeur du journal Le Peuple. Je fus échevin des finances à Scarbeck et je suis à l'origine de la création de coopératives, de mutuelles et des logements sociaux du foyer scarbeckois, dit Louis Bertrand, évidemment, pas moi. Et nous cherchons un autre personnage, top. Né à Scarbeck en 1855, j'ai donné mon nom à une avenue précédemment appelée avenue Émile Van den Put. Mon père, Émile, était un ami de Victor Hugo et comme lui, exilé à Bruxelles en 1851. Député, sous-préfet, je devins président de la République. Deschanel? Oui, bien, c'est une bonne réponse, je termine. Malheureusement, souffrant de dépression, je dus me retirer du pouvoir en 1921. 3e personnage à découvrir, attention, top. Je suis né en 1866, Philippe. Franck Antria. Non, vous avez une proposition, François? Non. On continue. Je reçus une éducation très stricte de mon père, pasteur. Je vins en Belgique pour apprendre le français en travaillant comme gouvernante d'enfants. Mes études d'infirmière terminées, j'ai travaillé avec le docteur Antoine Depage. Responsable de la Croix-Rouge à Bruxelles pendant la guerre de 14, j'ai soigné de nombreux soldats alliés, les ai aidés à s'évader en Hollande. Les Allemands le fusillèrent au tir national en 1916. C'était Edith Cavell. Eh bien, nous avons, à l'issue de ces personnages, dont 2 furent découverts par François, 175 points pour François, 390 pour Philippe. Et 2 bonnes réponses par téléphone, encore 2 femmes, il s'agit de Nicole et de Jeanne de Serein. Alors, il existe encore à Scarbeck des coins bucoliques inattendus. Nous avons rencontré un passionné qui, au bord d'une véritable autoroute urbaine, cultive depuis des années un authentique paradis terrestre. Son secret, l'humus vivant, une méthode héritée du Moyen-Âge. Toutes ces plantes sont cultivées à la méthode dite des Templiers, suivant des documents que Laurent Daliès, éminent savant français, et dont Jaime Morar et Aragon ont découvert dans le grenier d'un curé à Trujillo, dans le sud de l'Espagne, en 68, le reste en 69. Et bon, on s'est rencontrés suivant les circonstances ou la providence, je n'en sais rien. Je suis venu faire quelques essais ici au parc, avec la permission du conseil communal, donc du bourgmestre de l'époque. Et je croyais, comme tout le monde d'ailleurs, faire une démonstration simplement de quelques légumes, tomates,
etc. Puis après, on s'est dit, tiens, dans le fond, pourquoi pas planter les vignes? Et puis alors, on est pris dans l'engrenage. Et pour finir, bon, on part sur des analyses assez époustouflantes concernant le plomb, la dioxine, etc. Et ça continue depuis 30 ans. L'humus vivant, c'est fait uniquement avec de la matière végétale vivante, avec la sève, tandis que les composts traditionnels, bon, c'est plutôt fait avec des déchets, etc., comme le recyclage de tout ce que vous pouvez imaginer maintenant. Alors c'est ce qui donne la vigueur à la plante ici. Moi j'appelle ça de la dynamite là-dessous, puisque rien que dans les analyses de magnésium, il doit y avoir environ plus de 80 fois plus de magnésium dans cet humus qu'il peut y avoir dans beaucoup de composts commerciaux, quoi. Ben voilà, hier ça a été broyé, ça a été trempé, et ici nous avons mis en tas, et vous voyez déjà la différence, ça commence déjà à fermenter. Après 21 jours minimum, on le retourne, on le met par exemple à côté, et là on va faire un tas qui doit faire obligatoirement 2,20 m et 1,60 m à la base, donc sur hauteur, pardon. Et là, nous le laissons, mais il ne peut pas être tassé. Et là, il va rester 3 mois. Et après 3 mois, nous le mettons sur le terrain, comme vous voyez, celui qui a été mis au printemps. À part ça, vous voyez qu'à part une petite herbe, pendant toute la saison, nous n'avons pas d'herbe. On n'arrose pas, on ne travaille pas le sol, on n'emploie strictement aucun produit autre que l'humus vivant. Nous, on a créé un microclimat, je vais dire, un peu forestier, si vous voulez. Donc malheureusement, quand l'homme s'introduit dans la forêt, c'est lui qui la pollue. Ils sont bien plus dangereux que les insectes, je crois. Les pucerons sont les bienvenus puisqu'ils sont les vaches à lait de mes fourmis et ils sont le beefsteak ou le poulet de mes coccinelles, donc il n'y a pas de problème à ce sujet. C'est ce qui fait que depuis 30 ans, nous n'avons jamais vu apparaître une maladie sur nos plantes. Les moines de l'époque, en 1160, plantaient leurs plantes de tomates le vendredi saint. Moi, j'ai voulu faire la même chose ici et je n'avais pas réfléchi à l'époque que ces moines étaient à 3000 km plus bas. Donc la température était tout à fait différente. Alors maintenant, depuis 30 ans, je les mets, les 12 premières, vous voyez ici, je les mets, cette année c'était le 29 mars, eh bien je les ai mises et ça fonctionne jusqu'à nouvel ordre, ça fonctionne toujours. Mais elles sont là, elles ne sont pas encore très grosses, hein. Nous ne sommes pas dans un temps très favorable, mais elles sont normales, quoi, de 200 grammes environ, c'est la moyenne de belles tomates, quoi. Mais alors, ça n'a rien à voir avec celle du commerce, hein, c'est du sucre. Il est également avec nous ce soir, Armand L. Merci d'être là. Et si vous voulez en savoir plus sur la méthode Armand L, vous pouvez vous rendre tous les samedis matins entre 9 et 12 heures au service des plantations de la commune de Schaerbeek dans le parc Josaphat. Armand L aussi fait régulièrement là, à cet endroit, déguster son vin qu'il a évidemment baptisé le Clos Josaphat. Alors vous faites bien de parler des produits de Schaerbeek puisque vous allez recevoir un cadeau, amis candidats. Regardez, il s'agit d'un panier garni offert par le service culture et tourisme de la commune de Schaerbeek. Il y a de la bière offerte par le musée schaerbécois, la confrérie de l'ordre de la Griotte aussi, du chocolat de la chocolaterie Duval et autre chose de la distillerie Fauvel. Très bien, mais attention, moment très important pour ceux qui ont écrit, qui ont envoyé une carte postale. Alors oui, le tirage au sort, puisque nos candidats ont chacun à côté d'eux une vasque dans laquelle se trouvent des cartes postales. On va vous demander de tirer au sort chacun une carte. Voilà, deux mains innocentes. Alors François, vous tirez le week-end, enfin le séjour gastronomique et moi, je reçois le home cinéma. Alors c'est Monique Van de Waal de Wavre qui a bien répondu, ministère de l'Agriculture, et qui gagne donc le séjour gastronomique à l'hôtel Bedford de Liège. Et en ce qui concerne le home cinéma, le gagnant est Léo Kertimont de An-sur-Eure. Et voilà. On vous rappellera la prochaine question tout à l'heure, mais c'est un moment très important aussi pour nos candidats
à présent. C'est la dernière série de questions. Il y en a un maximum de 15 en 1 minute 30 et chaque bonne réponse vaut 20 points. Tout est possible encore. François, 175 points. Philippe, 390. Attention, top chrono. Autour de quelle église s'est construit le village de Scarbeck? Oui, Philippe. Saint-Servais. Exact. Quel animal est l'emblème de Scarbeck, Philippe? L'âne. Oui. Quelle bière est aromatisée au... Oui. La crique. Aux cerises de Scarbeck, bonne réponse. Quel roi des Belges intervint dans la création du parc Josaphat Léopold François? II. Oui. Qui est l'architecte des écoles La Ruche, Philippe? Jacobs. Exact, Henri Jacobs. En quelle année est né Géo de Vlaming? Philippe? 1897. Non, François? 1865. C'était 62. En quelle année de Vlaming obtint-il le prix de Rome? Oui. 1921. Exact. Quel artiste français fut l'élève de Géo de Vlaming? Nicolas de Staël. Bonne réponse, François. Quel est le nom du bassin de natation? Neptunium. Oui, Philippe. Le Neptunium. Oui. Quel est le vrai nom de Thomas Owen? Philippe. Gérald Burtot. Non, François? Gérald Berthaud. Exact. Sous quel nom Thomas Owen écrivit-il? Oui. Stéphane Rey. Oui, c'est critique d'art. De quel instrument joue Emre et... Oui, Philippe? Du saz. Exact, une sorte de lutte et lutte fou donc. De quelle communauté font-ils partie? François. À Lévis. Exact. Quelle maison construisit Victor Horta, Philippe? La maison Autrique. Oui, dans la chaussée de Actes. Et enfin, 15e question. Quel nom a été donné au quartier autour de la gare du Nord, Philippe? La petite Anatolie. Nom construit dans les années 60, François, autour de la gare du Nord. Mon plaisir. Pardon? Mon plaisir. Mon plaisir. C'est, à mon avis, c'est pas ce qui se disait à l'époque. C'était Manhattan. Eh bien, ça nous vaut une victoire assez évidente de Philippe Burgeon d'Anderlu. Bon. Ça y est alors. Ça y est. Vous l'avez. La voiture, ça valait... Enfin, vous l'avez la voiture, je veux dire, vous, L apostrophe, hein, vous l'avez obtenue, la voiture. La première impression, il faudra la laver aussi, mais plus tard. Première impression. Et non, j'ai eu un peu peur que j'allais justement devoir que la laver, donc... non, pas du tout. Quelques craintes. Elle est à vous. Est-ce qu'on se sent heureux? Est-ce qu'on a l'impression d'avoir travaillé, d'avoir été... Ça a été utile, tout ce temps passé D'abord un peu soulagé, parce que ça commençait à faire long dans le stress, alors c'est bien que ce soit fini, mais très content d'avoir participé et que les nombreuses heures d'études aient servi à que ça vous serve de leçon vis-à-vis de vos élèves, vous qui êtes enseignants. Alors attention, on va un petit peu regarder cette voiture-là. Un petit film qui la présente, mais nous, on la rejoint en direct dans le passage de la bourse. À tout de suite, regardez la voiture. Félicitations! Vous venez de gagner cette nouvelle Fiat Stilo 3 portes, ces soupapes dotées de série de 8 airbags, de l'ABS, de la direction assistée, de la fermeture centralisée, des lève-glaces électriques et de la radio. Bonne route! Alors François, pas trop déçu? Non, pas vraiment. En fait... Comme on avait discuté avec Jean-Paul cette semaine-ci, je considérais que le jeu était plutôt en fait durant la semaine en fait que le mardi soir. Oui, l'étude. Oui, mais c'était vraiment un jeu en fait que de se promener. C'était vraiment très ludique, très amusant. Donc ça vous a amusé? Oui, beaucoup. Eh bien, on est ravis. Et justement, vous ne repartez pas les mains vides. Vous avez le panier, mais aussi le séjour à Amsterdam. Regardez ce que vous allez découvrir. Les canaux, bien sûr, mais aussi tout le reste, les musées. L'occasion de faire un petit séjour en amoureux, pourquoi pas. On vous souhaite un bon voyage. Alors, en attendant, évidemment, Jacques se retrouve dans le passage de la bourse avec un heureux gagnant, n'est-ce pas Jacques? Bah oui, c'est tellement agréable de lui présenter cette superbe Fiat. Attendez, prenez les clés des mains de Gabi Massini de la société Fiat. Alors venez, vous faites le tour, regardez-la comme elle est belle. Bah oui, il y a ses amis tout autour. Allez-y, prendre place dans cette belle voiture gris métallisée, hein, si je vois bien. Alors vous pouvez vous installer, nous dire d'abord si vous la sentez confortable, cette voiture. Ah oui, tout à fait. J'espère qu'on a fait le plein au garage, que je puisse directement... Oh, comme il est déjà, lui. Oui, tout à fait. Non, c'est très agréable. Je suppose que la conduite est à la hauteur de l'habitacle. Oui, alors votre première destination, ce serait quoi? D'ici, je dirais que je rentrerai chez moi en passant par Toin, dire bonjour à François pour le féliciter de sa soirée également.
Très bien. Alors on savait que parfois il y avait des candidats qui voulaient partir tout de suite avec la voiture le plein. On n'a pas mis de plaque de voiture. Hein. Alors Barbara, vous nous parlez de concurrents de la semaine prochaine, des deux candidats nouveaux et du thème peut-être. Et oui, nous aurons un nouveau thème évidemment, mais aussi de nouveaux concurrents. Ce seront Sylvie Charles et Pierre Ancion qui viendront nous rejoindre en studio. Mais pour parler et pour découvrir quoi, regardez. Ah, regardez ces champs, ces belles fermes, cette paisible campagne. Si Ytre conserve son charme d'antan, préserve son histoire, restaure son patrimoine, son cœur bat aujourd'hui au rythme des 3 coups, ceux qui résonnent au théâtre de la Valette. Et si vous n'allez pas au spectacle à Ytre, c'est lui qui viendra à vous. Prenez garde. Alors avant de passer au dernier jeu par téléphone, je vous propose tout de suite de découvrir la nouvelle couverture du Ciné Télé-Revue qui sera disponible à partir de jeudi avec la jolie petite princesse Elisabeth. Un Ciné Télé-Revue qui peut vous permettre de gagner. Je vous rappelle la question de cette semaine. Quelle était l'identité de naissance de Thomas Owen? Voici la question et on retrouve Jacques. Oui, un dernier jeu par téléphone. Cette fois, il faut former le 070 344 346. Alors attention, il y a 2 jeux. Il ne faut pas les mêler. Il y en a un par écrit pour Ciné Télé-Revue et l'autre dont on vous parle maintenant. Et Barbara, il y a des cadeaux, bien sûr. Oui, il y a 20 parcours guidés Géo de Vlamingh à gagner. Également 10 livres Scarbeck sur la pointe des pieds. La question est simple, quel fruit est l'emblème de Scarbeck? Quel fruit est l'emblème de Scarbeck? Vous le savez, mais ne le dites pas. Non, ne le dites pas, ne le dites pas. Merci d'avoir joué avec nous. Bravo, nos félicitations. Vous êtes le premier gagnant de la voiture de Fort en Tête de cette saison. Monsieur Massini est très fier, regardez, parce qu'il adore offrir des voitures à Fort en Tête. Barbara, merci. Bravo merci. À François. On se retrouve la semaine prochaine dans quelques secondes. Un film inédit de Benoît Jacot, Le 7e ciel. Et ensuite, Armel parlera dans Smoking et Basket des cerfs-volants d'artistes. Bonne fin de soirée. Cette maison est la plus ancienne maison atelier d'artistes de Scarbeck, qui date de 1862 et de l'époque où Scarbeck était un foyer culturel et artistique très important. Alors Géo de Vlamingh achète la maison en 1924 et les 2 ateliers resteront en activité pendant toute sa vie. Le rez-de-chaussée servira aux compositions monumentales qu'il réalisera avec ses élèves et l'atelier living qui est au premier étage sera le lieu où les élèves viendront participer à des séances de dessin de nus et où je pourrais rentrer d'ailleurs très facilement. C'était une ambiance très artistique et très passionnante. L'atelier est resté absolument comme il était au moment où Géo de Vlamingh y travaillait. On y trouve absolument tout, le poêle, les meubles, l'échafaudage roulant qui lui permettait de travailler à des œuvres assez importantes. Et donc tout ça est resté absolument visible actuellement. Il obtient le prix de Rome en 1921, ce qui lui donne l'opportunité de pouvoir partir en voyage en Italie où il découvre la fresque, la mosaïque et les vitraux et il revient persuadé de pouvoir redonner un intérêt à la fresque et il va très rapidement réaliser des fresques dans des hôtels particuliers, des hôtels de maître. Alors la mosaïque est un art tout à fait particulier qui
qui implique que le concepteur de la mosaïque crée des cartons dont vous avez un exemple ici. C'est un des 11 cartons qui ont été conçus par Géo de Vlaming ici dans cet atelier pour être placés dans le hall d'entrée de la piscine du Neptunium à Schaerbeek. Alors vous avez comme particularité à cet art que l'ensemble du projet est séparé en différentes strates qu'on calque, et dans l'atelier on colle les différentes tesselles qui sont l'unité propre à la mosaïque. Il y a en fait 6000 tesselles en pâte de verre de Venise qui composent cet ensemble, et on les découpe avec une marteline, on les colle suivant la grandeur qui est indiquée sur le projet à l'envers du papier calque. Une fois qu'on a l'ensemble des papiers calques, on les transporte et on les fixe sur le mur dans l'espace du Neptunium où ça laisse trouver. Et là, cette mosaïque est aujourd'hui menacée car on parle de vendre le Neptunium et d'affecter cette très belle architecture des années 50 à d'autres fonctions. Mais les époux Olivier se battent pour préserver l'ensemble au sein de la SBL, les amis de Géo de Vlaming. Et monsieur et madame Olivier de Vlaming sont avec nous ce soir en studio. Bravo, merci d'être là. Et pour le concours, en fin d'émission, nous avons 20 parcours guidés Géo de Vlaming à Schaerbeek, c'est-à-dire la visite de l'atelier, de la fondation, de la mosaïque, etc. Alors, il est temps de passer aux choses sérieuses. Moi, je ne résiste pas plus longtemps. Il est temps, avant la première question de connaissance, de dire une chose très importante à nos téléspectateurs et qui nous réjouit tous. Après tout, vous serez les premiers à être heureux avec nous. Barbara attend un heureux événement. Et voilà. Bon, il faut dire que votre mari est au courant. Oui, ça oui. Il le sait, lui. Voilà. Je vous propose quand même de passer à cette première question de connaissance, un moment important. Je vous rappelle qu'il y a 150 ou 25 points à gagner, selon que vous répondiez. Vous savez qu'on vous voit différemment maintenant quand vous posez des questions. Je sais pas, vous êtes différente, oui, un peu mûrie comme ça. Enfin, c'est formidable. Première question de connaissance, vous disiez avec 150 points, 25 points. 60 secondes. On y va. Oui, mais attendez, il y a 75 € pour les téléspectateurs qui aident nos candidats. Il suffit de former le 070 344 346. Voici cette question de connaissance. La Maison des Arts est aujourd'hui un centre culturel de première importance. De nombreuses expositions d'art plastique y sont organisées. Elle porte le nom de l'échevin et futur bourgmestre qui fut à la base de sa rénovation. Je vous demande le nom et le prénom de cet échevin top chrono. Quel est le nom du bourgmestre qui a donné son nom à la Maison des Arts ? Alors Philippe encode pour 100 points de mémoire une réponse. François hésite encore. Il vous reste 43 secondes. François également de mémoire pour 100 points encode une réponse. N'oubliez pas de valider cette réponse une fois que vous croyez en avoir fini. 30 secondes, Philippe le fait. Et François aussi, vous l'avez fait. J'ai vu un éclair, oui, très bien. Bien, pour 100 points, quelle est votre réponse, François ? Gaston Ouillot. On le note. Et pour Philippe, la réponse ? C'est la même, Gaston Ouillot. 100 points aussi. Et c'est la bonne réponse. La Maison des Arts est un endroit tout à fait particulier, invisible de la rue. Elle se situe en retrait de la chaussée de Act. Ce n'est que passer le porche finalement que le charme opère. On découvre alors l'ancien château Enensterliden qui fut construit en 1826. Vous le voyez. La commune de Schaerbeek racheta l'édifice en 1950 et c'est grâce à Gaston Ouillot, alors échevin, que l'on commença à la rénover. Elle fut classée en 1993 et possède à l'arrière, je vous le dis, un agréable petit jardin classique. 130 points pour François, 190 pour Philippe. Et
Et puis beaucoup de bonnes réponses par téléphone puisqu'il y a Jacques de Saint-Gilles, Georges et Claudine de Woluwe-Saint-Lambert. Alors il y a ce nouveau jeu toujours là qui sera en janvier à l'antenne. Absolument. Et si vous voulez participer, si vous voulez écrire des questions ou faire partie des joueurs du public de cette fameuse émission Seul contre tous, vous pouvez vous inscrire sur le site www.rtbf.be ou par téléphone au 070 344 008. C'est facile. Schaerbeek est une terre d'écrivains. Parmi les plus célèbres, il y a Thomas Owen. Un personnage multiple qui excellait à faire surgir le fantastique, l'imaginaire dans le quotidien. Thomas Owen nous a quittés il y a quelques mois et ses enfants ont à présent la lourde tâche de trier tout ce qu'il y avait dans cette maison fantastique. Son fils lui rend un hommage émouvant. Le monde d'aujourd'hui est d'ailleurs à notre insu peuplé de vampires. Nous en fréquentons tous les jours. Lorsque la vieille dame serre à l'étouffer sur son cœur un petit enfant charmant en disant « Mon Dieu qu'il est beau, il est à croquer », c'est un vampire qui parle. Et bien voilà, maintenant je vais vous présenter la maison de mes trois pères, Thomas Owen, Stéphane Rey et Gérald Berthaud. Suivez-moi. Mon père avait trois identités. La première, Gérald Berthaud, né en 1910. Et moi, je nais en 1939 et je suis ici dans les bras de papa en 1940, à l'âge d'1 an et demi. Étudiant à Louvain, il est docteur en droit. Il fait une carrière dans l'industrie meunière et il se bat pour le bien-être de la profession de meunier. Conjointement à ça, il exerce au départ, déjà à l'université, la littérature en tant que journaliste, créant des revues universitaires, critique d'art, sous le nom de Stéphane Rey, et comme critique d'art, il évolue pendant des années, jusqu'à la fin de ses jours, dans les galeries. Alors, le troisième volet de ce personnage unique, c'est Thomas Owen, l'écrivain, qui lui, sur ce document-ci, a l'allure d'un détective comme les héros de ses premiers romans policiers, où il écrivait sous le nom de Thomas Owen. Et puis petit à petit, peut-être, est-ce que le roman policier était trop une réalité vécue avec une énigme qui se terminait par une enquête, par un médecin légiste et par du sang sur des murs, qu'il a dit c'est trop facile. Et il est rentré alors dans l'imaginaire et dans le fantastique, où là, il a excellé de façon même diabolique. Il respirait difficilement. Dans la glace venait d'apparaître un profil qui souriait. Ce profil était le sien. Il regardait cependant le miroir, bien en face. Et sa physionomie ne devait avoir à cet instant rien de souriant. Il eut l'horrible impression de la peau qui se retourne et se passa la main sur le front. Dans la glace, son profil souriait toujours et rien d'autre ne se reflétait. La glace vola soudain en éclats et des morceaux vinrent tomber jusqu'à ses pieds. Il en avait malgré son saisissement suivi la chute du regard. Quand il releva les yeux, la glace était intacte et reflétait cette fois, bien de face, sa figure méconnaissable de crispation et d'épouvante. S'il n'y avait pas de quotidien, il n'y aurait pas de fantastique. S'il n'y avait pas de fumier, il n'y aurait pas de fleurs. En fait, c'est un peu ça la vraie comparaison. Le quotidien nourrit le fantastique. Et le fantastique a besoin du quotidien pour pouvoir y faire irruption. Sinon, il serait dans le vide et on ne s'intéresserait pas à lui. Il détestait être dérangé pendant qu'il écrivait, que ce soit dans les affaires, dans les articles de Stéphane Rey ou dans la création de ses contes. Il fallait respecter son intimité créatrice.
Ça voulait dire que les enfants, aussi petits qu'ils soient, devaient aller se promener au parc Josaphat avec maman pour éviter qu'ils ne les entendent pleurer. Ça voulait dire que une fois que l'on avait quitté la maison, c'est-à-dire au mariage, on ne pouvait y revenir que si l'on s'annonçait, parce que l'imprévu et l'improviste chez lui étaient interdits, aussi bien de la part de ses enfants que de la part des artistes ou des écrivains qui venaient le rencontrer. Moins on se voyait, mieux ça valait. En général, c'était comme ça avec tous les gens qu'il aimait. Toute sa vie, il s'est battu tout seul et n'a eu besoin de personne. Donc, il ne pouvait pas imaginer un seul instant qu'on ait pu avoir besoin de lui. Au fond, nous avons retrouvé papa quelques semaines ou quelques mois avant son départ parce que tout le monde l'avait abandonné. Ce n'est pas un coup de téléphone ou une petite carte qui réconforte un homme, c'est la présence. La veille de l'enterrement, beaucoup de personnes m'ont dit « Tu vas tout de même pas dormir dans le lit de papa ou dans le lit de ton père ?» Oh, je ne sais pas, c'était lénifiant pour moi. Et je leur dis que c'est une des nuits où j'ai le mieux dormi de ma vie. D'habitude, je dors très peu. Mais je me suis endormi dans le lit ici, à sa place. Et je me suis réveillé le matin et j'étais serein pour aller à l'enterrement. Et la journée s'est très bien passée, sans angoisse et sans crainte. Et les gens qui me disent « Vous ressemblez ou tu ressembles à ton père ?» Bon, je crois que c'est normal. Je ne sais pas qui a fait intégrer plus l'autre, mais je crois que lui m'avait déjà absorbé inconsciemment et que son exemple, je l'avais suivi même sans vivre avec lui. Il y a des jours où je me dis, c'est marrant, ce serait tout de même bizarre qu'il soit toujours vivant et que je sois maintenant la prolongation de cette vie. Pour moi, ça peut durer éternellement, comme ça je suis content. Ce soir, nous sommes très honorés d'avoir dans notre public quelqu'un qui ne peut pas en effet nier son ascendance. C'est Jean, le fils de Thomas Owen, ainsi que Juliette, la petite fille de Thomas Owen. Nous avons pour le jeu en fin d'émission 10 livres Scarbeck sur la pointe des pieds de Franck Andria et Emmanuel Lotti aux éditions Mémor. Regardez, c'est noir, hein, bon, c'est difficile à montrer. Et nous sommes très heureux d'avoir autant de cadeaux pour notre jeu en fin d'émission. Alors, Jacques, vous connaissez du monde et vous nous avez apporté une petite photo. L'âge, ça. Oui, eh bien oui. J'ai retrouvé une photo assez récente, il y a 1 an et demi, 2 ans, où j'étais aux côtés de Thomas Owen et où vous me voyez rire. Et justement, c'est peut-être... enfin, on parlait de l'imaginaire avec lui. Il était suprêmement intelligent, on peut le dire, et il avait ce côté britannique. C'est-à-dire qu'on riait, mais lui finalement ne riait pas. Il restait très british, oui, pince sans rire. Mais beaucoup de choses l'amusaient parce qu'il a un regard de philosophe, il avait forcément un regard de philosophe sur la vie, beaucoup de choses l'amusaient. Alors si Scarbeck vous a conquis, si vous désirez vous y balader ce week-end par exemple, sachez que sur la page 130 du télétexte de la RTBF et grâce à l'Office de promotion du tourisme, vous trouverez des idées de balades, mais aussi tout sur les séquences de Fort en tête, une mine d'informations donc. Nous abordons la deuxième question visuelle, 10 questions de rapidité à 10 points, puis un petit bonus de 5 points si après une bonne réponse vous découvrez une image qui représentera aujourd'hui chaque fois un artiste scarbecquois ou des œuvres d'autres artistes. Et puis continuez à gagner, vous qui nous appelez pour jouer au 070 344 346, cette fois il y a entre 10 et 100 € à gagner. Alors attention, voici cette série de questions. Top. À quel arbre fait allusion le nom de Helmet, quartier de Scarbeck, Philippe? L'orme. En effet. Alors l'image. Magritte. Non, c'est Philippe seulement qui peut répondre. Magritte. Vous lui avez soufflé la réponse, c'est bien Magritte. Deuxième question. Quel architecte paysagiste créa le mini-golf du parc Josaphat, Philippe? Peucher, oui. René Peucher. Oui, alors l'image, le personnage. C'était Marienne. Qui dessina les sgraffites des écoles Ruche? Oui, Philippe. Privat Livemont. Exact, Ruche Josaphat, l'image. Non. C'est le mât électrique de l'Alain. C'est de l'Alain, en effet, qu'il fallait trouver. Je rappelle donc que quand vous avez une bonne réponse, vous pouvez trouver l'image, François. Sur quel site fut construit le bâtiment de la RTB-BRT?
Philippe. Le tir national. En effet, l'image à découvrir. C'était Galais. Quel est le nom de la réserve naturelle? Oui. Le Mourasque. Oui, qui longe le chemin de fer. Jacques Brel. Jacques Brel, en effet. Bonne réponse, Philippe. Par qui fut offert le vase monumental, Philippe? Raoul Warroquet. De l'avenue Louis Bertrand, oui, exact. Alors l'image. Porot. Non, c'était Meunier. Qui est le sculpteur du mât électrique? Oui, François. Ah, alors, Philippe, situé devant l'hôtel communal. Jacques Delalin. Jacques Delalin, c'est la bonne réponse. L'image à découvrir pour Philippe. Scutner. Exact. Quel est le nom de la statue de la place des bienfaiteurs? François. Le monument des bienfaiteurs. Exact, ou de la charité. Alors, l'image pour vous. Un long double nom, c'était Privat Livemont. Quel architecte commença la gare de Scarbeck? Oui, Philippe. Coppens. Non, alors en 1887, François. C'était Solène, Franz Solène. Et enfin, sous quel nom est plus connu Pierre de Cruyère? Oui, Philippe. Poge. Exact. La dernière image, dernier bonus. C'était mais Venepool, la bonne réponse. Alors Jacques, on peut dire qu'avec Magritte, Scutner et Marielle, Scarbeck est, avec la Louvière, la plus surréaliste des communes. Michel de Gelderode, le célèbre dramaturge, a habité toute sa vie à Scarbeck, mais on sait moins qu'il y fut aussi employé communal. Alors il avait d'ailleurs au sein de l'hôtel communal un repère où il écrivait ses pièces. Alors ses collègues, certains de ses collègues étaient jaloux et donc ils n'hésitaient pas à lui jouer des tours pendables. Exemple. Comme par exemple renverser par inadvertance de l'encre sur ses manuscrits, ou encore pire, s'en servir comme papier toilette. Bon, enfin, n'importe quoi. Nous avons 140 points pour François, 290 pour Philippe. Et deux téléspectateurs gagnants par téléphone, de Herzog et de Villers. C'est aussi à Scarbeck que vit François Skeuten, anobli récemment, le célèbre dessinateur des cités obscures. Dans ses albums qu'il développe avec son comparse Benoît Peters, il expose des théories très particulières sur Bruxelles. Pour François Skeuten, Bruxelles dissimulerait une ville parallèle, Bruxelles, un double mystérieux que depuis des décennies, architectes et urbanistes tentent désespérément d'atteindre. Entre Bruxelles et Bruxelles, des passages existeraient. Scarbeck en compterait même plusieurs. Je suis né à Scarbeck, j'y vis depuis maintenant 20 ans et je reste continuellement fasciné de ce qui peut s'y passer. Mais il y a bien sûr cette maison autrique sur laquelle on travaille depuis 5 ans et ce qu'on découvre est passionnant. On voit ce jeune Horta qui est en train de véritablement de devenir l'Horta qu'on connaît, l'Horta révolutionnaire, mais on voit vraiment naître l'Art nouveau. Au départ, c'est vraiment une maison tout à fait traditionnelle, mais ce qui est vraiment frappant, c'est que maintenant les travaux nous ont révélé qu'il y avait des aspects décoratifs qui avaient caché un petit peu le vrai mystère de cette maison, c'est-à-dire les structures portantes que Horta va révéler de plus en plus fort, ça va donner son style véritablement. Certainement, Horta est en train de découvrir son réseau et de véritablement développer ce qui fera peut-être le système Horta. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Vous parlez de réseau, quel est ce réseau, Monsieur Skeuten? Peut-être un peu sérieux au niveau. Vous pouvez nous en dire plus sur ce réseau? Qu'est-ce que c'est que ce réseau? Hors caméra, François Skeuten accepte de nous en dire plus sur ce fameux réseau. Une société secrète fondée il y a plus d'un siècle serait responsable de décisions qui ont modifié fondamentalement l'identité de Bruxelles. Skeuten nous annonce qu'il doit se rendre à un rendez-vous, mais accepte finalement que notre équipe l'accompagne. Vous évoquiez le tir national en particulier. Que s'est-il passé ici? Oui, en 63, on a détruit ce tir national où manifestement il y avait des passages. Il s'y passait des choses vraiment tout à fait curieuses. On l'a remplacé par un haut lieu de la communication, la RTBF. Et bon, moi personnellement, je suis persuadé que ces phénomènes perdurent. On y voit la disparition d'émissions, de réalisateurs.
tout ça continue en fait. Parce qu'on n'enlève pas comme ça un bâtiment. Et ce qui s'y passe, les mystères et l'étrangeté continuent à travers même celui qui l'a remplacé. Donc pour vous, c'est pas un hasard? Oh, il n'y a pas de hasard, vous savez. À Bruxelles, tout semble beaucoup plus, tout au contraire, appartenir à une vraie logique. Ici, dans les années 60, on a détruit des centaines de maisons. On a bousculé, cassé des vies, puisqu'on a exproprié, parfois d'une façon extrêmement violente, ces gens. Ils avaient parfois à peine le temps de quitter leur maison que les bulldozers attendaient au bout de la rue. Et tout ça pour en fait ce plan qu'on a appelé le plan Manhattan, qui était cette ville moderne, un peu à l'américaine, qui s'est installée ici maintenant, mais avec beaucoup de temps de retard. Heureusement, bon, ça se construit. En attendant son interlocuteur, François Skeuten raconte les transformations au cœur de Manhattan. Peut-être qu'on a le sentiment maintenant que Bruxelles est un petit peu en train de rejoindre son reflet, ce Bruxelles fantomatique, cette espèce de ville parallèle. À travers les glaces, à travers les miroirs, on a le sentiment qu'effectivement, il y a une autre ville qui se cache. C'est pour ça que j'aime ce lieu et qui continue à me fasciner et j'y reviens souvent pour le plaisir que je peux avoir à... Pardon, excusez-moi. Oui, je vous en prie. Un petit moment. Allô? Oui, Skeuten à l'appareil. Mais vous êtes où en fait? Ok. Ok, bah, je vous rejoins. J'arrive. Hein. Bon, je suis désolé, je dois partir. Mais... Qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, il me donne rendez-vous apparemment à la gare de Schaerbeek. On y va quoi. D'accord. J'ai une chose à vous montrer avant la gare de Schaerbeek. Ici, donc, c'est un échangeur qui ne reste pas grand-chose, mais enfin, on sent que ça a été un endroit formidable, extraordinaire, lié à la gare de Schaerbeek. Et moi, ce qui me frappe, c'est que manifestement, ça a été un lieu de passage ici. D'ailleurs, quand on est arrivé, il y avait un type qui était en train de tout démolir, qui trouvait qu'il faisait rien. C'était assez bizarre. Enfin bon, je reste persuadé, encore une fois, qu'il reste beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, là, oui, mais enfin! Nous perdons la trace de François Skeuten. Le signal de son micro-émetteur se fait de plus en plus faible. Seuls quelques sons nous parviennent encore. Évidemment, depuis ce tournage qui a pris des allures assez inattendues, nous avons eu des nouvelles de François Skeuten. Eh bien, d'après lui, il ne s'est rien passé. Et même plus que ça, il affirme n'avoir jamais rencontré l'équipe de Fort en Tête. Adrien, Valérie, Marie, etc. Il ne se souvient pas. Nous aussi, on a notre François en studio. Dites-moi, François, j'ai entendu dire que vous n'aviez pas regardé l'émission la semaine passée. Qu'est-ce que vous avez pour votre défense? Je l'ai regardé le mercredi matin, en fait, comme c'était prévu. Et pas en direct, par superstition ou... Non, c'était tout simplement parce que je suis occupé ailleurs, dans un club sportif, que je salue d'ailleurs. Et vous êtes? Je suis entraîneur d'une équipe de volley-ball féminine à Jean-Blou. 2 sportifs aujourd'hui. Vous savez pourquoi il est sportif? Parce qu'il est gastronome aussi. Et donc, pour le régime, c'est ça. Il faut compenser, effectivement. Et comme vous aimez le cinéma, il paraît que vous aimez Olivier Gourmet. Oui. Bon, c'est pas grave. Joli. Alors, François, tout est encore faisable. Nous allons passer d'ailleurs à la deuxième question de connaissance. Il y a toujours un maximum de 100 points à gagner. Oui, avec un numéro de téléphone pour les téléspectateurs qui veulent aider Philippe et François, 070 344 346, et à la clé 75 € offerts par Fortis Bank. L'hôtel communal actuel, le 4e de l'histoire de la commune, est l'œuvre de 2 architectes qui en entreprit la rénovation en 1911. Je vous demande ses noms et prénoms top chrono.
Quel architecte rénova l'hôtel communal dès 1911? Eh bien, l'un et l'autre, François et Philippe, vous encodez de mémoire, donc pour 100 points, sans l'aide de la documentation, ni celle des téléspectateurs. Il vous reste 30 secondes pour valider ce que vient de faire Philippe. Vous avez encore le temps, François. Voilà qui est fait. Alors, François, attention, c'est important. Je vous demande votre réponse. Maurice Van Issegem. Nous le notons. Philippe, pour 100 points également, quelle est votre réponse? Maurice Van Isendijk. Aïe, alors, la bonne réponse est Van Isendijk. Une bonne réponse. Alors, eh bien, c'est Jules-Jacques Van Isendijk, exactement, le père de Maurice, qui réalisa les plans de l'hôtel communal en 1887. Le bâtiment néo-renaissance fit grande impression et est à l'origine du développement du quartier. En 1911, il fut en grande partie détruit par un incendie criminel et il fut restauré. Il servit de modèle aux maisons qui l'entourent sur la place Collignon. François, vous avez 140 points, tout est possible encore. Philippe, vous en avez 390. Et puis par téléphone, nous avons 3 gagnantes. Il s'agit d'Anne Pascal, de Marie et d'Irène. Alors attention, il se passe toujours quelque chose sur le plateau de Fort en Tête. Pas toujours des nouvelles aussi importantes que ce soir, pas toujours la 150e, mais si néanmoins vous voulez venir voir comment se passe un enregistrement avant l'émission, un direct, entre 20h20 et 21h10, non, c'est pas formidable? Si, bien sûr. Oui, François, vous réfléchissez déjà aux réponses. Il suffit de former un numéro pendant les heures de bureau, le 071 209 211. À l'heure où on parle d'intégration, Schaerbeek s'affiche comme une commune éminemment multiculturelle. Elle accueille notamment une importante communauté turque concentrée autour de la chaussée de Acht, une communauté dont nous allons découvrir une des facettes par le biais de la musique. Le saz est l'instrument principal de la musique traditionnelle turque. Il est joué un peu partout en Turquie, dans toutes les régions. Et c'est aussi l'instrument qui est utilisé le plus par la communauté Alevi, qui est vraiment le gros symbole de cette communauté. Depuis des siècles, cette communauté a joué cet instrument et ont chanté en cachette, mais les chants Alevi, c'est des chants qui expriment l'amour, l'amitié par rapport à leur religion. C'est une manière de voir le monde, c'est une philosophie en quelque sorte, plus qu'une religion. Benim bir çare kaldım ağare, yürek püryare, yürek püryare, derman sendedir. Je suis très fier de mon fils et son petit frère aussi. Kendilerine yardımcı oldu biraz. İşte bir baba olarak mutluyum. Çünkü güzel şeyler yapıyorsunuz. Benim için en güzel, bir baba için en mutluluk veren bir şeydir bu. Donc il vient de dire que moi et mon frère faisons de la musique, jouons du saz, donc l'instrument que joue mon père, et que pour lui c'est une grande fierté et il en est très content et que c'est le plus beau cadeau que pouvait lui offrir son enfant, donc que de continuer dans cette voie. Moi et mon père venons souvent chez le disquaire Suleiman pour acheter des CD ou des cassettes qui viennent de sortir en Turquie.
Et Suleiman apporte beaucoup de choses par rapport à tout ça, parce que les musiques qu'on connaît mal ou qui ont toujours été un peu contestées, mal vues, eh bien lui il essaie de les mettre en avant-plan et de les diffuser au maximum. La minorité alevi donc se différencie des musulmans dans leurs pratiques religieuses, et c'est aussi une manière de vivre, une philosophie en quelque sorte. C'est une minorité religieuse qui a été persécutée en Turquie, et ici en Belgique à Schaerbeek, on peut dire qu'il existe encore ce conflit, même si c'est pas de la même manière. Notamment ces musiques, ces chants traditionnels ne sont pas connus de la communauté ici, ou très mal connus en fait. Mon père m'a donc appris cette musique, ces chants depuis tout petit. Et moi donc ici à Bruxelles, je donne des cours de saz pour pouvoir à mon tour transmettre quelque chose et apprendre aux jeunes finalement leur culture d'origine. Ça fait 3 ans que je suis des cours de saz et c'est pour suivre mes racines et ma culture. Ici en Europe, en fait, les immigrés en Europe sont divisés par 2 cultures. Ici, on nous dit turc, quoi. Et quand on va en Turquie, par exemple, on nous traite comme des Européens, comme des touristes. Et on ne sait pas quelle culture suivre. Et c'est pour m'attacher à une culture. C'est les paroles des chansons qui sont vraiment philosophiques qui m'attirent dans ce type d'art qui est le saz. C'est un peu comme du romantisme, mais c'est plus fort pour moi. En studio, nous accueillons Monsieur Emre et Lutfou Gültekin. Ils sont accompagnés par Ilham Eken. Bon, alors, Philippe, on sait presque tout sur vous après 3 semaines. Ah oui, tout à fait. Je n'ai plus grand-chose à raconter. C'est vrai, on connaît vos sports, vos passions. Mais alors, si vous deviez dresser le bilan de cette participation à Fort en Tête, ce serait quoi ? Mais en fait, ce qui est un peu extraordinaire, c'est qu'au fil des 3 semaines, j'ai rencontré un tas de personnes que je ne connaissais évidemment pas et qui m'ont aidé à parcourir un peu ces semaines au fil des jours. Et si j'ai le temps, je peux peut-être en profiter pour remercier les gens qui, à travers toutes ces journées, m'ont beaucoup aidé. Et donc, je voudrais commencer d'abord par ma famille, mon épouse et mes enfants, qui, c'était peut-être pas pour eux toujours très facile de ne pas toujours être à l'heure des repas, de ne pas aller les conduire à gauche ou à droite. Un petit bonjour particulier à mon papa qui est un peu souffrant et qui regarde devant sa télévision. Alors, merci aussi à l'école où j'enseigne, à la direction qui m'a permis de modifier légèrement mon horaire. Les élèves, même si elles préféraient que je sois à la télé plutôt qu'en classe. Pour d'autres raisons. Bien sûr, je pense qu'on en a déjà parlé. Oui. Un grand merci tout particulier à une enseignante qui est d'ailleurs présente et qui a pris mes élèves à plusieurs reprises et qui a travaillé également pour moi. Alors, je voudrais aussi souligner que les personnes ressources que la RTBF choisit pour nous sont d'excellentes personnes ressources. Et donc, pour Victor Hugo, j'avais eu la chance de rencontrer M. Lacroix. Pour l'apiculture, mon voisin, qui est M. Résimon et qui est un apiculteur extraordinaire, m'a également rendu une innombrable quantité de services. Et aujourd'hui, le directeur de la Maison des Arts de Schaerbeek, qui est aussi présent, nous a permis de découvrir à François et à moi 4 jours de découvertes incroyables dans une commune où, a priori, on aurait tendance à dire « qu'allons-nous faire à Schaerbeek ?» Et je pense que M. Lozé nous a fait découvrir des choses tout à fait incroyables dans cette commune. Je propose d'applaudir tous ceux qui vous aident en général. Tout le monde, merci. Alors, voici la question visuelle suivante. 3 images mystères, 30 points maximum à gagner par image. Et puis toujours le téléphone pour jouer. Cette fois, il y a 25 € à gagner par image découverte. Attention, nous cherchons un personnage top. Je suis né en 1856 dans une famille modeste. Louis Bertrand ?
Mais oui, François. Alors, ouvrier marbrier dès l'âge de 13 ans, soif d'apprendre, autodidacte, je devins député socialiste, directeur du journal Le Peuple. Je fus échevin des finances à Scarbeck et je suis à l'origine de la création de coopératives, de mutuelles et des logements sociaux du foyer scarbecquois, dit Louis Bertrand, évidemment, pas moi. Et nous cherchons un autre personnage, Top. Né à Scarbeck en 1855, j'ai donné mon nom à une avenue précédemment appelée avenue Émile Van den Put. Mon père, Émile, était un ami de Victor Hugo et comme lui, exilé à Bruxelles en 1851. Député, sous-préfet, je devins président de la République. Deschanel. Oui, bien, c'est une bonne réponse, je termine. Malheureusement, souffrant de dépression, je dus me retirer du pouvoir en 1921. Troisième personnage à découvrir, attention, top. Je suis né en 1866, Philippe. Franck Antria. Non, vous avez une proposition, François ? Non. On continue. Je reçus une éducation très stricte de mon père, pasteur. Je vins en Belgique pour apprendre le français en travaillant comme gouvernante d'enfants. Mes études d'infirmière terminées, j'ai travaillé avec le docteur Antoine Depage. Responsable de la Croix-Rouge à Bruxelles pendant la guerre de 14, j'ai soigné de nombreux soldats alliés, les ai aidés à s'évader en Hollande. Les Allemands le fusillèrent au tir national en 1916. C'était Edith Cavell. Eh bien, nous avons, à l'issue de ces personnages, dont 2 furent découverts par François, 175 points pour François, 390 pour Philippe. Et 2 bonnes réponses par téléphone, encore 2 femmes, il s'agit de Nicole et de Jeanne de Serein. Alors, il existe encore à Scarbeck des coins bucoliques inattendus. Nous avons rencontré un passionné qui, au bord d'une véritable autoroute urbaine, cultive depuis des années un authentique paradis terrestre. Son secret, l'humus vivant, une méthode héritée du Moyen-Âge. Toutes ces plantes sont cultivées à la méthode dite des Templiers, suivant des documents que Laurent d'Aliès, éminent savant français, et dont Jaime Morar et Aragon ont découvert dans le grenier d'un curé à Trujillo, dans le sud de l'Espagne, en 68, le reste en 69. Et bon, on s'est rencontrés suivant les circonstances ou la providence, je n'en sais rien. Je suis venu faire quelques essais ici au parc, avec la permission du conseil communal, donc du bourgmestre de l'époque. Et je croyais, comme tout le monde d'ailleurs, faire une démonstration simplement de quelques légumes, tomates, etc. Puis après, on s'est dit, tiens, dans le fond, pourquoi pas planter des vignes? Et puis alors, on est pris dans l'engrenage. Et pour finir, bon, on part sur des analyses assez époustouflantes concernant le plomb, la dioxine, etc. Et ça continue depuis 30 ans. L'humus vivant, c'est fait uniquement avec de la matière végétale vivante, avec la sève, tandis que les composts traditionnels, bon, c'est plutôt fait avec des déchets, etc., comme le recyclage de tout ce que vous pouvez imaginer maintenant. Alors c'est ce qui donne la vigueur à la plante ici. Moi j'appelle ça de la dynamite là-dessous, puisque rien que dans les analyses de magnésium, il doit y avoir environ plus de 80 fois plus de magnésium dans cet humus qu'il peut y avoir dans beaucoup de composts commerciaux, quoi. Ben voilà, hier ça a été broyé, ça a été trempé, et ici nous avons mis en tas. Et vous voyez déjà la différence, ça commence déjà à fermenter. Après 21 jours minimum, on le retourne, on le met par exemple à côté, et là on va faire un tas qui doit faire obligatoirement 2,20 m et 1,60 m à la base, donc sur hauteur, pardon. Et là, nous le laissons, mais il ne peut pas être tassé. Et là, il va rester 3 mois, et après 3 mois, nous le mettons sur le terrain, comme vous voyez, celui qui a été mis au printemps. À part ça, vous voyez qu'à part une petite herbe, pendant toute la saison, nous n'avons pas d'herbe. On n'arrose pas, on ne travaille pas le sol, on n'emploie strictement aucun produit autre que l'humus vivant. Nous, on a créé un microclimat, je vais dire, un peu forestier, si vous voulez. Donc, malheureusement, quand l'homme s'introduit dans la forêt, c'est lui qui la pollue. Ils sont bien plus dangereux que les insectes, je crois. Les pucerons sont les bienvenus, puisqu'ils sont les vaches à lait de mes fourmis, et ils sont le beefsteak ou le poulet de mes coccinelles, donc il n'y a pas de problème à ce sujet. C'est ce qui fait que depuis 30 ans, nous n'avons jamais vu apparaître une maladie sur nos plantes. Les moines
de l'époque, en 1160, plantaient leurs plants de tomates le vendredi saint. Moi, j'ai voulu faire la même chose ici, et je n'avais pas réfléchi à l'époque que ces moines étaient à 3000 km plus bas. Donc la température était tout à fait différente. Alors maintenant, depuis 30 ans, je les mets, les 12 premières, vous voyez ici, je les mets, cette année, c'était le 29 mars, eh bien, je les ai mises, et ça fonctionne jusqu'à nouvel ordre, ça fonctionne toujours. Mais elles sont là, elles ne sont pas encore très grosses, hein. Nous ne sommes pas dans un temps très favorable, mais elles sont normales, quoi, de 200 grammes environ, c'est la moyenne de belles tomates, quoi. Mais alors, ça n'a rien à voir avec celle du commerce, hein, c'est du sucre. Il est également avec nous ce soir, Armand L. Merci d'être là. Et si vous voulez en savoir plus sur la méthode Armand L, vous pouvez vous rendre tous les samedis matins entre 9 et 12 heures au service des plantations de la commune de Schaerbeek dans le parc Josaphat. Armand L aussi fait régulièrement là, à cet endroit, déguster son vin qu'il a évidemment baptisé le Clos Josaphat. Alors vous faites bien de parler des produits de Schaerbeek puisque vous allez recevoir un cadeau, amis candidats. Regardez, il s'agit d'un panier garni offert par le service culture et tourisme de la commune de Schaerbeek. Il y a de la bière offerte par le musée schaerbécois, la confrérie de l'ordre de la Griotte aussi, du chocolat de la chocolaterie Duval et autre chose de la distillerie Fauvel. Très bien, mais attention, moment très important pour ceux qui ont écrit, qui ont envoyé une carte postale. Alors oui, le tirage au sort, puisque nos candidats ont chacun à côté d'eux une vasque dans laquelle se trouvent des cartes postales. On va vous demander de tirer au sort chacun une carte. Voilà, de main innocente. Alors François, vous tirez le week-end, enfin le séjour gastronomique et moi, je reçois le home cinéma. Alors c'est Monique Van de Waal de Wavre qui a bien répondu, ministère de l'Agriculture, et qui gagne donc le séjour gastronomique à l'hôtel Bedford de Liège. Et en ce qui concerne le home cinéma, le gagnant est Léo Kertimont de An-sur-Eure. Et voilà. On vous rappellera la prochaine question tout à l'heure, mais c'est un moment très important aussi pour nos candidats à présent. C'est la dernière série de questions. Il y en a un maximum de 15 en 1 minute 30 et chaque bonne réponse vaut 20 points. Tout est possible encore. François, 175 points. Philippe, 390. Attention, top chrono. Autour de quelle église s'est construit le village de Schaerbeek? Oui, Philippe. Saint-Servais. Exact. Quel animal est l'emblème de Schaerbeek, Philippe? L'âne. Oui. Quelle bière est aromatisée au... Oui. La crique. Aux cerises de Schaerbeek, bonne réponse. Quel roi des Belges intervint dans la création du parc Josaphat? Léopold II. Oui. Qui est l'architecte des écoles La Ruche, Philippe? Jacobs. Exact, Henri Jacobs. En quelle année est né Géo de Vlaming? Philippe. 1897. Non, François? 1865. C'était 62. En quelle année de Vlaming obtint-il le prix de Rome? Oui. 1921. Exact. Quel artiste français fut l'élève de Géo de Vlaming? Nicolas de Staël. Bonne réponse, François. Quel est le nom du bassin de natation? Neptunium. Oui, Philippe. Le Neptunium. Oui. Quel est le vrai nom de Thomas Owen? Philippe. Gérald Burtot. Non, François? Gérald Berthaud. Exact. Sous quel nom Thomas Owen écrivit-il? Oui. Stéphane Rey. Et c'est critique d'art. De quel instrument jouent Emre et... Oui, Philippe? Du saz. Exact, une sorte de lutte et lutte fou donc. De quelle communauté font-ils partie? François. À Lévis. Exact. Quelle maison construisit Victor Horta, Philippe? La maison Autrique. Oui, dans la chaussée de Actes. Et enfin, 15e question. Quel nom a été donné au quartier autour de la gare du Nord, Philippe? La petite Anatolie. Nom construit dans les années 60, François, autour de la gare du Nord. Mon plaisir. Pardon? Mon plaisir. Mon plaisir. C'est, à mon avis, c'est pas ce qui se disait à l'époque. C'était Manhattan. Eh bien, ça nous vaut une victoire assez évidente de Philippe Burgeon d'Anderluc.